Salut, c'est François. Aujourd'hui sur Rétro-Passion Automobile, on va vous parler Ferrari. Et pas n'importe laquelle, la fameuse 365 GTB4 Daytona. En 66, il y a bien plus rock que le premier numéro du magazine Rock & Folk. En effet, cette année-là, sort la célèbre Lamborghini Miura, qui plaît aux stars de l'époque. Johnny Hallyday possède le premier exemplaire français avec lequel il a un terrible accident. 2 ans plus tard, Enzo Ferrari lance une riposte, la 365 GTB4. Elton John en possède d'ailleurs un exemplaire. Tout est excitant dans le nouveau bolide, sauf le nom. Le nombre 365 fait référence à la cylindrée unitaire, comprenez 365 cm3 par cylindre, et GTB, cosa significa, ce sont les initiales de Gran Turismo Berlinetta. Enfin, le 4 fait référence au nombre d'arbres à cames. Pas de doute, le décor est planté. Mais la presse ne veut pas se contenter d'un nom si froid et la baptise Daytona. Avec ce surnom, le temps est au souvenir du triplé Ferrari des 24 heures de cette localité en 1967. En effet, le mois de février voit le triomphe du duo Bandini-Hamon au volant de la nouvelle P4. Une revanche qui restera dans les annales après la terrible défaite de la P3 aux 24 heures du Mans 66. Donner ce surnom à la nouvelle Ferrari est donc un symbole fort qui n'est pas sans déplaire à Enzo. En remplacement de la 275 GTB4, les ingénieurs de chez Ferrari veulent frapper un grand coup. L'objectif est d'abattre la rivale de chez Lamborghini. Enzo Ferrari veut être le meilleur et refuse de se laisser distancer par le taureau. Pour cela, il peut compter sur une bonne équipe dont fait partie l'ancien pilote automobile Roberto Lippi. Sur 20 000 km, il teste la future 365 GTB4 dans le but d'en gommer des défauts. Déjà à l'époque des essais, aucun problème moteur n'est à signaler. Il faut juste revoir le réglage de la suspension, changer les pneus et choisir des pressions plus adaptées. Hélas, cette belle aventure humaine va connaître un terrible drame qui va marquer l'équipe du projet. L'homme à l'origine de l'étude technique, Cocozza, meurt à son volant. Entré à 22 ans à Maranello, il a toujours mis sa passion et ses compétences au service de la firme. Pour tous, c'est une perte inestimable. En conduite, l'auto est très exigeante. Mieux vaut ne pas faire d'erreur de pilotage car un coup d'accélérateur trop violent ou au mauvais moment peut s'avérer irrattrapable et faire courir le conducteur à la catastrophe. Ce n'est pas Giorgio Cartassata qui dit le contraire. Âgé de 32 ans au moment de la conception, cet ingénieur mécanicien teste aussi les prototypes de Daytona. Pour lui, il est très valorisant de travailler chez Ferrari et de se trouver au volant de modèles uniques. Il dira lui-même, lorsque l'on sort avec une voiture, avec une Ferrari, on est content de constater l'admiration des passants. À plusieurs reprises, on lui demande de faire rapidement l'aller-retour jusqu'à Rome afin d'essayer de nouveaux pneumatiques. Toujours dans un but d'amélioration, les ingénieurs travaillent pendant plus de 2 mois sur la suspension de l'auto. Mais la tâche la plus ardue reste le réglage du carrossage. L'autre point délicat est le bruit à l'échappement qui, dans un souci d'homologation, n'est pas à négliger. L'objectif est de travailler sur cette partie sans perdre de puissance. Mais le souvenir de Cocozza, le fidèle ami de Giorgio, reste très présent. Lorsque le sujet est abordé, son visage s'assombrit. Cela nous a tous désorientés. Lorsqu'on l'a retrouvé, il tenait encore cela dans sa main. Je l'ai conservé. À cet instant, il montre un pommeau de levier de vitesse de Daytona qu'il garde précieusement sur son bureau. En 68, on balance des briques dans les rues de la capitale. La même année, au Salon de l'Automobile de Paris, c'est la Ferrari 365 GTB4 qui casse des briques, dont son design est réussi et moderne. L'arrière très court de type fastback à queue cam et le capot très long. Dessiné par Leonardo Fioravanti de chez Pininfarina, le dessin est très masculin. On retrouve les célèbres roues en étoile dotées de 5 branches et 2 feux circulaires à l'arrière de chaque côté. Par la suite, Leonardo continue à mettre son talent au service de la marque italienne. La Testarossa, la 288 GTO et la F40, c'est lui. Au fil de sa carrière, le design évolue. La première version, dite Plexi, est équipée d'un long bandeau transparent en perspex qui laisse entrevoir les doubles optiques. Cela lui donne une belle personnalité et contribue fortement à son style extérieur. Hélas, la réglementation américaine l'oblige à abandonner sa face avant qui interdit depuis peu les feux sous verre. La Citroën SM est l'autre victime de cette loi de 1971 et adopte elle aussi une face avant spécifique pour le marché US. Chez Ferrari, les designers plongent donc sur une nouvelle face avant et incorporent des phares rétractables, basculants, du plus bel effet. Lorsque l'on parle des types de carrosserie, on trouve toujours la traditionnelle 365 GTB4 type berlinette coupée.
Pininfarina s'occupe de former les tôles, Scaglietti assemble. Il y a également la version Spider ou Cabrio, baptisée 365 GTS 4, sortie en 69. Celle-ci représente environ 10% des ventes et seuls 122 exemplaires seront produits jusqu'en 73. Notons enfin une version one-off, fabriquée en 75 à seulement un exemplaire. Il s'agit de la 365 GTB4 Shooting Brake. Lorsqu'Enzo Ferrari découvre la Miura, il se moque et dit « C'est le cheval qui tire le chariot, pas l'inverse ». En disant cela, il fait référence à la disposition centrale arrière du moteur de la Lambo. Pour le maître de Maranello, le moteur doit rester à l'avant. Avec la 365 GTB4, il va appliquer ce précepte à la lettre. On retrouve donc un moteur longitudinal avant de près de 4,4 litres de cylindrée. C'est un bloc qui développe 352 chevaux, DIN, attention, à 7500 tours. Il s'agit d'une évolution du bien connu V12 Colombo, ouvert à 60 degrés, réputé pour sa solidité. Cependant, pour les spécialistes ou ceux qui l'ont utilisé, il est impératif de ne pas dépasser les 3000 tours avant que l'huile soit chaude. Comptez pour cela environ un bon quart d'heure. Ça permet aussi de faire chauffer le pont arrière. Les performances restent d'actualité. 1000 mètres départ arrêté en seulement 24,5 secondes et 0 à 100 en 5,7 secondes. Sans oublier une vitesse de pointe d'environ 280 km/h. Mais au-delà de 4000 tours, c'est là où la puissance explose. Pour que l'auto ne se détériore pas, elle doit rouler régulièrement afin d'éviter que les joints ne sèchent au niveau des carburateurs, de la boîte du pont, du moteur. Sinon, il y a peu d'entretien à faire. Pour rappel, en termes de performance, cette voiture a été utilisée pour le premier record de Cannonball d'est en est avec à son volant Dan Gurney. Mais revenons à cette voiture. Sur des voitures aussi performantes, la transmission doit être irréprochable. Lorsqu'il faut rétrograder à 200 à l'heure, un mauvais guidage du levier peut avoir des conséquences catastrophiques. Et Enzo Ferrari en a parfaitement conscience car le levier est précis, la boîte bonne. Quant à son étagement, il est d'époque, c'est-à-dire que le premier rapport monte à 95 km/h, le deuxième va jusqu'à 130, le troisième jusqu'à 180, le quatrième jusqu'à 240 et enfin on passe la cinquième. Autant dire que si vous comptez respecter le 80 km/h sur les départementales, oubliez tout de suite ce modèle légendaire. Lorsque l'on roule à des vitesses aussi élevées, il faut aussi avoir de bons freins. Certes, ils sont moins efficaces qu'une Maserati Bora ou une Aston Martin DBS V8, mais ils restent malgré tout de très haute performance. On note une bonne répartition, des distances d'arrêt correctes et une stabilité de trajectoire des plus appréciables. Mais il ne faut pas s'attendre à pouvoir freiner 3 ou 4 fois de suite à très haute vitesse. En résumé, Ferrari c'est bien pour des moteurs et les carrosseries, mais lorsque l'on aborde le sujet de la finition, de l'électricité et de l'électronique, ça se corse. Vous avez vu le jeu de mots sur Corse. Consolation au volant de cette GT, où l'on se rend compte que la direction est précise et démultipliée. La tenue de route à grande vitesse est exceptionnelle et à son bord, les occupants se sentent en toute sécurité. Dans l'habitacle, Scaglietti a réalisé les garnitures intérieures. Comme on peut s'y attendre, les posteries ne viennent pas d'Italie, mais d'Angleterre. La marque italienne va chercher l'excellence chez les Anglais de l'époque, chez Connolly. À l'époque, pour ce type de véhicule, le confort n'est pas un critère d'achat pour les clients de chez Ferrari. Il est d'ailleurs un peu spartiate. L'auto est relativement sèche dans ses réactions à basse vitesse. Au niveau des équipements, on retrouve un tableau de bord d'allure sportive avec de beaux cadrans ronds. On y trouve une montre, un compte-tours, un manomètre de pression d'huile, un thermomètre d'huile et d'eau, un ampèremètre, sans oublier le compteur de vitesse et la jauge d'essence. L'auto dispose également d'une lunette arrière dégivrante, de lait vitré électrique, d'une installation stéréo avec lecteur de cassette et, bien sûr, de l'air conditionné, car il fait un peu chaud dans la voiture. Il est par contre difficile et périlleux d'utiliser à haute vitesse l'avertisseur sonore au centre du volant. 1284 exemplaires furent produits, dont celle de Jacques Leblond, membre du club Ferrari, qui a bien voulu me parler de cette auto exceptionnelle. À ce nombre, il faut rajouter 122 Spider. Aujourd'hui, l'héritière directe de la Daytona est la 812 Superfast, un V12, un long capot, 2 places, des doubles feux arrière et un arrière façon fastback. A noter qu'une 365 GTB4 vaut environ aujourd'hui le prix de 2 Ferrari 812 Superfast, environ 600 000 €. Concurrente de la Miura et nouvelle cible à abattre, il ne faut pas oublier que la 365 GTB4 est aussi une histoire d'homme. Giorgio Cartassata,
Leonardo Fioravanti, le regretté Cocozza, Enzo Ferrari et tous les ouvriers qualifiés qui ont contribué au succès de ce modèle.